Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par le CIFMER. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes. Donc encore merci Jean-Pascal pour ce webinaire où tu vas nous aider à décoder le financement de la toxine. Donc Dr Jean-Pascal Devailly, médecin MPR et médecin DIM. Et en effet, c'est un sujet qui intéresse parce que c'est le deuxième webinaire en 15 jours qu'on fait à propos du financement de la toxine. On était assez nombreux, on était 150 me semble-t-il il y a 15 jours. Aujourd'hui, on est un peu moins nombreux, c'est les vacances scolaires, on est à peu près 80 attendus. Donc, un grand merci. C'est vrai qu'on a souvent beaucoup d'inquiétudes sur ce financement de la toxine. On a l'impression de devoir prescrire la toxine plus en fonction des règles administratives et de financement que réellement sur des bonnes pratiques médicales. Donc, j'espère que tu vas pouvoir nous rassurer, Jean-Pascal, qu'on puisse continuer à faire une médecine, une bonne médecine basée sur les preuves scientifiques. Alors, je vous rappelle un peu le fonctionnement. Vous avez un chat. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur le financement de la toxine. Et puis, je pense que ta présentation va durer quoi? Une demi-heure, Jean-Pascal, à peu près? Oui, oui, pas plus, pas Ok, plus. donc, et après cette demi-heure, on prendra vraiment tout le temps nécessaire pour répondre à chacune de vos questions sur ce financement. Évidemment, et Jean-Pascal a quasiment toutes les réponses. Donc Ouais. encore un grand merci et je te laisse commencer dès à présent. Là, on est déjà une quarantaine connectés. Les gens vont arriver tout doucement et on se retrouve dans 30 minutes, Jean-Pascal. À tout de suite. Merci. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup aux organisateurs qui nous ont aidés à mettre en place ce webinaire où je vais essayer de décoder, comme c'est intitulé, des textes et des règles qui sont parfois un peu ambigus, parfois même un peu hermétiques, et on pourrait aller jusqu'à dire parfois à la limite de l'absurde. On va en discuter. Et il s'agit de voir comment on peut concilier la qualité des soins, le partage des risques, mais aussi les contraintes médico-économiques entre la vision des cliniciens, la vision des pharmaciens et la vision des DIM, qui n'ont pas tout à fait toujours les mêmes priorités. On va en parler. Un certain nombre de questions clés. Et qui dit question clé dit parfois fake news, donc on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors, dans quel secteur d'activité peut-on injecter la toxine? On l'abordera. Euh, Quel est le secteur qui permet de mieux couvrir les dépenses? On verra que ça dépend de la dose. Comment est-ce qu'on peut rester conforme à la réglementation? Évidemment, il ne s'agit pas de franchir la ligne. Est-ce qu'on peut prescrire hors de l'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM? Oui, on le verra. Quel choix a-t-on face au code des listes en sus, hein, les fameux codes LES, listes en sus, notamment en SMR, hein. Alors finalement, quels sont les risques juridiques et financiers, hein, qu'il faut connaître et qu'il faut partager éventuellement si on est à la limite, et puis qui décide finalement? Voilà toutes les questions auxquelles on va être confronté. Alors, d'abord, un grand rappel, la toxine, c'est un médicament réservé à l'usage hospitalier. Ça se fait pas ni n'importe où, ni dans n'importe quelle condition. Il y a des restrictions qui sont apportées à la prescription, à la délivrance, à l'administration du médicament. Soit c'est lié aux contraintes techniques d'utilisation, soit c'est pour des raisons de sécurité d'utilisation qui nécessitent notamment que le traitement se fasse en hospitalisation ou dans un environnement hospitalier. La distinction est importante, évidemment, par exemple pour le forfait sécurité environnement. Alors, la prescription doit être faite par un médicament de un médecin, pardon, de l'établissement de santé, ou éventuellement un spécialiste si l'AMM le prévoit. L'injection de ces médicaments réservés à l'usage hospitalier donc se pratique uniquement dans le cas d'une hospitalisation ou en consultation externe et certains actes ouvrant droit à un forfait sécurité environnement et dans le cas de la toxine botulique, forfait SE5 ou forfait SE6. Et on va voir qu'il y a, vous le savez déjà sans doute, de nouvelles conditions pour le remboursement des molécules onéreuses et en SMR et en hospitalisation à domicile d'ailleurs aussi. Voilà. Un petit mot sur sur le prix. Alors, il y a des prix affichés hein, qui sont nommés des prix publics ou des prix faciaux. En pratique, ces prix sont toujours négociés avec un rôle clé des centrales d'achat. Les molécules onéreuses sont inscrites, leur inscription sur la liste des soins médicaux et des réadaptations, cette fameuse liste en sus, suppose des tarifs de responsabilité qui sont négociés avec le CEPS. Alors, ces négociations
s'accompagne d'un partage en fait des bénéfices quand on peut négocier des prix notamment plus intéressants que avec les établissements que ces tarifs de responsabilité. Et dans ce cas-là, il y a un partage du bénéfice entre l'établissement qui a négocié et l'assurance maladie. Voilà, c'est un mécanisme qui se veut incitatif et vertueux. Voilà. Il est censé, cet écart médicament indemnisable, hein, OMI, est censé inciter les établissements à négocier des prix plus bas. Voilà. Alors, oui, il y a des logiques différentes. Il y a des logiques différentes qui vont parfois euh, mettre un peu en décalage la vision des cliniciens, la vision des DIM, la vision des pharmaciens et la vision des directions. Il y a une vision de stratégie clinique. La stratégie clinique, c'est d'abord l'intérêt du patient, hein, notamment dans le cas, on le verra, où il y a un reste à charge important et il y a moyen de choisir un moyen qui va laisser moins d'argent à la charge du patient. Mais d'abord, c'est quand même l'intérêt du patient et sur le plan clinique, la qualité des soins, et aussi ne pas oublier son intérêt financier. La stratégie financière, bah, c'est pour l'établissement, hein, c'est la valorisation médico-économique, et on verra que selon les doses injectées, la stratégie peut diverger. La stratégie réglementaire, bah, c'est d'être conforme hein, à tout ce qui peut être contrôle lié à l'instruction gradation ambulatoire pour le secteur de médecine chirurgie obstétrique ou MCO, où on peut faire, effectivement, on fait pratique beaucoup la toxine botulique. Et puis en SMR, il y a la stratégie réglementaire à respecter par rapport à l'usage des codes LES, des codes liste en sus qui ont été introduits récemment. Puis il y a une stratégie d'affichage de l'activité là, qui concerne certaines spécialités médicales, par exemple le développement de la médecine physique et de réadaptation en MCO. Et vous savez que la création finalement de la notion d'activité d'expertise dans le champ des SMR bah, implique quasiment que pour des activités expertise de bilan, bilan et de traitement un peu complexe, on ait une stratégie de développement de certaines de ces activités hors le SMR et notamment en MCO. Mais vous voyez que ces logiques n'ont pas forcément dans le même sens, hein. Il peut être intéressant de développer du MCO alors que finalement la toxine n'est pas une molécule onéreuse en MCO, mais ça permet d'y exister. Et à ce moment-là, on verra que c'est plus intéressant pour les petites doses. Donc tout ça nécessite, ces divergences stratégiques nécessitent une concertation entre les parties prenantes hein, dans chaque établissement. Alors quel secteur on choisit? D'abord, on n'a pas forcément le choix. Il faut bien comprendre qu'on peut avoir le choix ou pas. Alors, si on est uniquement dans un établissement MCO, que j'ai intitulé MCO isolé, à gauche de cet algorithme, eh bien, vous ne pouvez pas faire du SMR, donc vous avez des autorisations en MCO, et par contre, il reste un choix, une décision qui est, selon moi, surtout médicale, mais vous pouvez avoir parfois des inquiétudes, là plutôt des DIM, c'est plutôt les DIM que les pharmaciens en l'occurrence, comme c'est un médicament de la réserve hospitalière, vous pouvez parfaitement et réglementairement pratiquer l'injection de toxines, quelle que soit l'indication en HDJ de MCO, hein, voilà. Mais vous pouvez aussi choisir le forfait sécurité environnement, 5 plutôt pour les paupières et 6 pour la spasticité, hein. Et là, vous choisirez plutôt le forfait s'il il y a un reste à charge important pour le patient, hein, voilà. Alors évidemment, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais si vous aviez le choix, bah, ça va quand vous avez des faibles doses. Des faibles doses, environ moins d'un tiers de la dose maximale injectable pour chaque produit. Soit à l'inverse, vous êtes en SMR isolé, là, à droite de la diapo, et là, bah, vous avez quand même le choix, mais souvent ça se fait de plus en plus, on va dire, en HDJ, en hôpital de jour, hein. Mais ça peut se faire aussi en hospitalisation conventionnelle, bien entendu, des patients ont besoin, lors de leur séjour conventionnel, d'avoir de la toxine. Et donc, bah, là, si vous n'avez pas le choix, bah, de toute façon, vous ne posez pas la question de la stratégie, de la dose, etc. Mais il est certain que les fortes doses sont mieux rémunérées en SMR puisque vous avez le mécanisme des molécules onéreuses. Voilà.
Et alors, en plus, si vous le faites en hospitalisation conventionnelle, vous avez un petit bonus sur le niveau du groupe médico-économique qui passe en niveau 2 parce que l'acte d'injection de toxines botuliques, PCLB 002 ou 003, compte parmi les diagnostics associés valorisants. Voilà. Donc, si vous avez le choix entre les deux, bah là, effectivement, si vous avez le choix entre les deux, vous avez les différentes stratégies que j'ai évoquées précédemment, mais, et c'est là que la notion de dose devient peut-être importante parce que vous avez plutôt intérêt à faire les faibles doses, enfin, en tout cas, les faibles doses vont rester couvrables au niveau des dépenses en MCO. Par contre, sur les fortes doses, plus d'un tiers, c'est approximatif, hein, à calculer plus finement, bah, vous serez mieux remboursé, évidemment, en SMR. Donc, avant tout, avez-vous le choix? Vous n'avez pas pas le choix. Je rappelle qu'en HAD, les molécules onéreuses sont aussi remboursées depuis quelques années. Alors, le forfait S5 ou S6, en fait, certains DIM ont tendance à dire que qu'il faut pas faire d'HDJ de MCO si on ne respecte pas les 3 ou 4 interventions de la gradation ambulatoire. C'est faux parce que, en fait, c'est un médicament de la réserve hospitalière, mais il y a néanmoins quand même des circonstances où il est intéressant de faire du SE5 ou S5 ou 6, c'est quand les patients n'ont pas de mutuelle ou ont une mutuelle qui ne les rembourse que tardivement ou partiellement, parce que vous allez réduire leur reste à charge en faisant du forfait sécurité environnement. Donc, c'est forfait sécurité environnement. Donc, c'est vous avez orienté le patient vers de la consultation, c'est l'acte et consultation externe, hein, mais en milieu hospitalier, bien sûr, réserve hospitalière. Et bah, c'est déclenché par un acte qui autorise ce forfait sécurité environnement. Pour le BALB 001, les paupières, c'est le forfait SE5. On reverra un peu les montants tout à l'heure. Et pour la spasticité, PCLB 002, 003, c'est le forfait SE6. Voilà. Donc plutôt, non pas une obligation réglementaire, mais plutôt un service rendu aux patients hein, quand vous le faites. Voilà. Alors, les injections en hospitalisation de jour de MCO, bah, ça relève effectivement de la gradation, de l'instruction gradation des prises en charge ambulatoires. Vous avez des actes classants, notamment pour la spasticité, hein, le PCLB 002, 003, qui sont des actes classants. Ils vous donnent droit à un GHS à taux plein qui sera techniquement le 0,1K04J, mais peu importe. Alors, que disent les textes? Parce que là, il faut quand même répondre aux DIM qui vous disent que vous pouvez pas et qu'il faut le faire en forfait SE, sauf si vous faites 3 ou 4 interventions avec un kiné qui vient, un ergo qui vient, etc. On entend ça souvent, donc j'ai souvent des interrogations à ce sujet. Pour ça que j'essaye d'y répondre. Alors, d'une part, il est noté que les actes associés à des forfaits SE ne peuvent en principe pas donner lieu à facturation d'un GHS, donc c'est ce qui fait peur à certains DIM, mais sauf dans les cas particuliers suivants, donc voilà, instruction de 2020, si l'acte est réalisé sous anesthésie générale ou locaux régional, ça on s'en fiche, c'est pas le cas. Si l'acte a été réalisé au cours d'une prise en charge comportant d'autres interventions, ben non, mais c'est pas le cas, enfin c'est pas forcément le cas justement, ou s'il est réalisé chez un patient qui présente un contexte justifiant le recours à une hospitalisation, ce qui est justement le cas d'un médicament de la réserve hospitalière. Donc on peut continuer comme ça se fait très souvent, si on regarde les bases de données, les injections de toxines botuliques en HDJ de MCO sont très très largement pratiquées par les différentes spécialités médicales qui le font. Donc, réserve hospitalière égale pas de nécessité. Il faut le cocher évidemment dans le codage du PMSIR, médicament de la réserve hospitalière, et du coup, ça vous exonère de l'obligation d'avoir les 3 ou 4 interventions. Mais c'est que ça se reste discuté entre DIM, mais je pense que le risque n'existe pas. Alors, en MCO, pour continuer sur ce codage avant d'aborder le SMR, bah, vous avez un certain nombre d'actes qui orientent, qui sont classants, hein, et qui c'est la liste A266, et vous allez reconnaître des actes que vous connaissez, notamment ceux de la spasticité, et ils vous orienteront vers le groupe 01K04J, mais certains actes ne sont pas classants. En fait, ce qui compte en MCO, c'est bien de cocher dans le logiciel IPMSI que vous avez un médicament de la réserve hospitalière et qu'on retrouve bien la
notion de ce médicament. Évidemment, faut dire ce que vous avez injecté dans le compte-rendu d'hospitalisation. Mais certains actes ne sont pas classants. On peut d'ailleurs les coter ou ne pas les coter. Coter un acte CCAM quand vous faites une injection de toxine botulique n'est pas strictement obligatoire. Il est certain que les actes CCAM ont tendance à rassurer, enfin rassurer, à calmer, disons, le contrôleur de la sécurité sociale. Vous savez que les contrôles s'étaient arrêtés en MCO, mais qu'ils vont reprendre, nous dit-on, cette année. Donc, et puis de calmer aussi un autre acteur qu'il faut pas oublier, qui est le commissaire aux comptes, qui regarde si vous avez bien fait tout dans les règles. Alors, certains actes peuvent orienter vers d'autres groupes homogènes de malades et ils ne sont pas forcément directement classants dans l'algorithme. Par exemple, le ZZLJ 002, injection d'agents pharmacologiques dans un organe superficiel par voie transcutanée avec guidage échographique, par exemple. Eh bien, on l'utilisera pas donc pour l'intramusculaire en principe, puisque là, c'est pas de l'intramusculaire, mais ça peut être utilisé par exemple pour les glandes salivaires, ou d'autres indications. Et il va conduire à un groupe 03M09T qui, autre diagnostic portant sur les oreilles, le nez, etc., et qui se trouve valorisé fort bien en public ou privé non lucratif à 1 000 euros et évidemment moins, vous savez qu'il y a des grosses différences parfois, en privé lucratif à 468 euros. Donc tout ça est à discuter évidemment en concertation avec vos DIM notamment s'agissant de l'optimisation du codage. Alors pour terminer sur le MCO, on va regarder un petit peu ce que ça donne en tarifs, hein. Vous avez là les tarifs, alors là, j'ai pas mis à jour, mais le nouveau forfait SE5, il est à 150 en gros, et le nouveau forfait SE6 à 310. Là, il était à 309, ça c'est 2024. Et en 2025, pardon, il est à 310. C'est donc en bas que vous avez les bons chiffres. Alors, si vous faites en forfait SE6, mettons pour la spasticité, eh bien, vous allez sortir avec le forfait SE6 à 426,94 €. Bon, mais si vous le faites en hospitalisation de jour de MCO, eh bien, avec les nouveaux tarifs, vous êtes un tout petit peu plus cher en public et privé non lucratif et un peu moins cher en privé lucratif. Vous voyez que la différence n'est pas tellement importante quand même, hein, quand vous voyez qu'il y a en MCO, vous avez des tarifs à 1 000 euros et quelques. Mais donc, c'est pour ça que la stratégie va pas forcément être médico-économique sur le choix entre hospitalisation de jour et forfait SE. Elle va être soit stratégique, soit pour éviter aux patients des restes à charge trop importants. Alors, on va passer au SMR, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au SMR, ou aux deux, ou qui sont exclusivement à SMR. Alors, on rappelle très très rapidement les grands compartiments de la grande réforme des compartiments du financement des SMR. Et évidemment, l'énormité de cette réforme porte sur la part des recettes à l'activité, sur la dotation populationnelle aussi, là au-dessus. Mais les molécules onéreuses, c'est un compartiment qui est pas très très étendue en termes de pourcentage, mais qui a la particularité d'être une enveloppe ouverte alors qu'elle était fermée, limitée en quantité pour le pays entier. Et là maintenant, c'est une enveloppe dite ouverte, c'est-à-dire que vous serez remboursé à hauteur de ce que vous consommez. Évidemment, une enveloppe qui est ouverte en bas sera toujours fermée quelque part en haut, c'est-à-dire que si vous augmentez un compartiment, c'est l'ensemble des autres compartiments qui vont diminuer. Faut pas rêver, mais néanmoins, c'est quand même un changement important. Et si on revient sur la réforme du financement concernant les SMR, il y a pour bénéficier du mécanisme de remboursement des molécules onéreuses, la nécessité d'être inscrit sur la liste spécifique des SMR, qui est différente de la liste spécifique MCO, puisque la toxine n'est pas une molécule onéreuse en MCO. Et pour être inscrit, il faut que le niveau de service rendu de la spécialité soit considéré comme majeur ou important. Il faut qu'il y ait aussi un coût supérieur à 30% entre le coût moyen de la molécule et la recette de l'activité. Alors, un jour donné, hein, c'est pas sur l'ensemble d'un séjour, parce que sinon, on rembourserait jamais la toxine pour un séjour
jours complets, mais c'est pour une journée donnée. Effectivement, il faut que ça augmente suffisamment le coût de la journée. La liste MCO à connaître s'applique aussi en SMR, même si la toxine n'en fait pas partie. Et il y a aussi la liste accès précoce, accès compassionnel, qui s'applique aussi au SMR. Alors, l'inscription dans la liste suppose un code Listensus qui donc précise l'indication, et on y reviendra, parce que c'est là que nous avons certaines difficultés réglementaires, complexité réglementaire, par exemple, spasticité des membres inférieurs, on le reverra. Donc, fait très important dans cette réforme aussi, on passe d'un financement par une enveloppe fermée, je l'ai déjà dit, à un paiement à l'activité, mais c'est pour tous les secteurs. C'est maintenant le public, le privé à but lucratif et à but non lucratif, mais aussi à but lucratif, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Et puis, vous avez la négociation possible, je l'ai dit, par rapport à ce tarif de responsabilité. Donc, il faut absolument, pour bénéficier du remboursement, que les données remontent, soit dans un fichier fiche-compte pour le public ou privé non lucratif, soit dans un fichier RSFH. Bon, c'est barbare, mais c'est comme ça pour le privé lucratif. Et donc, les codeless, il y a un codeless par indication et par molécule. Ces codeless commencent par un S, de la même façon qu'il commence par un I en MCO. Hein, c'est un peu le même principe. Et puis, alors vous avez diverses modalités de renseignement des fiches comptes dans les différents établissements. Voilà. J'ai répété en bas de la diapo que c'était, si on a le choix, c'est plus intéressant de faire. On peut faire en MCO ce qui est en dessous d'un tiers de la dose max et au-dessus ce qui est supérieur aux deux tiers. Alors voilà un tableau, voilà comment se présentent les tableaux des listes en sus, sachant que vous avez à la colonne de gauche le code qui traduit l'indication de la molécule, et puis vous avez le produit, vous avez les codes UCD, soit à 7, soit à 13 chiffres, et puis vous avez l'indication. Alors l'indication qui, on va le voir, ne correspond pas exactement à l'AMM. Alors, et vous avez, je vais y revenir, alors oui, vous pouvez voir, vous avez le spasme facial, vous avez le traitement de la spasticité des membres sub, des membres inférieurs, enfin vous connaissez toutes ces indications, le blépharospasme. Il y a des choses qu'on ne trouve pas parce que ce ne sont pas encore des indications reconnues, soit il y a pas l'AMN, soit c'est en cours d'acquisition, soit le niveau de service médical rendu n'a pas été jugé suffisant pour que ce soit inscrit dedans. Mais, fait très important, vous avez la possibilité d'un code qui traduit l'indication de la molécule, quel que soit le dosage, hein, et qui est le S999999. Alors attention, ce code est intitulé prescription d'ordre d'une indication prévue par l'autorisation de mise sur le marché. Alors c'est un peu, c'est pas tout à fait vrai, puisque on verra que les codeless ne correspondent pas tout à fait aux autorisations de mise sur le marché, ce que je vais vous expliquer par la suite. Mais toujours est-il que ce code permet de faire des choses que cliniquement, on va le voir, vous estimez nécessaires, justifiées. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais vous restez dans le cadre de la réglementation, on va le voir. Et effectivement, vous avez l'équivalent en MCO qui serait le I999999 et qui est remboursé. Bon. Alors voilà comment se présente le fichier fiche-compte pour remonte ces codeless. Hein, vous avez le numéro de l'établissement, vous avez le numéro de séjour, vous avez la date d'administration, vous avez l'unité de dispensation du médicament, vous avez la quantité. On voit ici qu'on a utilisé une forme fractionnaire. Je vous expliquerai pourquoi il ne faut jamais utiliser les formes fractionnaires dans la déclaration de la toxine botulique. Et puis vous avez le prix d'achat. Alors l'indication n'est pas renseignée ici, l'indication laisse, hein. Sachant qu'elle n'est pas obligatoire en 2025, qu'elle n'était pas obligatoire en 2024, mais que peut-être, probablement, elle sera obligatoire en 2026 et que de toute façon, les logiciels, souvent, vous la demandent. Donc, il faut savoir quoi faire par rapport à ces indications et codeless. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors, pour les codeless, vous avez un choix à faire. Choisir la molécule, choisir la dose, choisir la fréquence, évidemment. Alors, on peut distinguer trois cas, hein. Vous avez un patient qui requiert de la toxine botulique. Bon, vous êtes clinicien, vous avez un patient, voilà. C'est votre indication. Alors, vous avez plusieurs stratégies, là aussi, comme tout à l'heure. Vous avez une stratégie clinique. Vous choisissez la molécule en fonction du jugement clinique. C'est votre jugement de clinicien
qu'est-ce qu'il faut pour mon patient, qu'est-ce que j'estime nécessaire, et vous pouvez utiliser très largement, si vous l'estimez nécessaire, ce code qu'il n'y avait pas au tout début, mais qui a été réintroduit par analogie au MCO, le code S999999, notamment pour ce qu'on appelle toutes les situations de maintenance, c'est-à-dire que vous avez un patient équilibré par un traitement antérieur, voilà, avant l'introduction de ces codes-là, vous pouvez tout à fait selon les textes, continuer à utiliser ces situations de maintenance, mais ce n'est pas la seule circonstance où vous pouvez utiliser le S9999. La stratégie réglementaire, c'est un petit peu la stratégie de la peur, mais d'une peur parfois très, très excessive, voire injustifiée. Ce serait le respect strict de l'AMM, mais on va voir que le respect de l'AMM est impossible. À partir du moment où vous injectez de nombreux muscles pour la spasticité, eh bien, que ce soit au membre supérieur ou inférieur, chaque toxine, on parlait des principales trois toxines injectées en France, chaque toxine a elle-même précise pour certains muscles, pour chaque membre, et vous ne pouvez pas, si vous avez de très nombreux muscles, utiliser une seule toxine. Donc, soit vous embêtez le patient et vous embêtez, vous prenez des risques en utilisant deux ou trois toxines pour une même séance d'injection, là, si vous voulez respecter strictement l'AMM, soit vous privilégiez la qualité des soins et le confort du patient et la limitation des manipulations, et vous utilisez une seule toxine pour votre séance. Alors, on va voir effectivement, enfin, il y a une stratégie financière, ça serait, alors, la stratégie financière, c'est souvent celle du risque financier, ça serait la crainte, mais injustifiée d'un risque de l'absence de remboursement de la molécule onéreuse. Voilà, qui pousserait à l'utilisation à minima du code S9999, alors que c'est parfaitement justifié. Eh bien, on peut dire que on va voir pourquoi le caractère trop ambigu et à la limite de l'absurde de la réglementation actuelle fait que aucun argument ne va s'opposer au remboursement d'un médicament qui a été codé en S999999 à condition qu'il soit conforme aux données acquises de la science, hein. Donc, la réglementation ne s'y oppose pas parce que le traitement est justifié. On verra cette différence, justement. Je continue. Alors voilà, justement, les équipes des acteurs, hein. Il n'y a pas la même vision des cliniciens, la vision des DIM, qui est souvent un peu réglementaire et médico-économique, la vision du pharmacien, qui est tout à fait dans son rôle en se demandant qu'est-ce que vous faites si vous prescrivez du ORAMM. Donc, il faut dialoguer. Voilà, ces trois acteurs-là, il faut dialoguer. Ils dialoguent entre eux et de façon à ce que la direction soit rassurée. Mais vous avez effectivement beaucoup de lobbying externe et beaucoup d'influences externes qui vont venir perturber l'équilibre des décisions et des pouvoirs. Alors, je reviens sur l'AMM. Donc, l'AMM est une excellente chose, hein. Évidemment, il faut pas. Il s'agit avant tout de protéger les citoyens de l'utilisation de substances qui ne seraient pas appropriées. Mais l'AMM, on en connaît les limites, c'est-à-dire que elle est faite à un moment donné, une année donnée, la littérature continue, il y a des choses qui ne sont pas encore connues, et donc il est absolument légal que un médecin puisse prescrire à ORAMM, selon l'article cité ici du Code de santé publique, dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées. Alors évidemment, dans certaines limites, parce que je vais dire, oui, moi je vais prescrire ça, mais le pharmacien, lui, est tout à fait en droit de me dire, mais moi je prends des risques, je suis responsable de ce qui est administré, de la dispensation des médicaments, donc tu veux prescrire ça, mais justifie-toi. Donc il y a forcément un dialogue, hein, de la prescription c'est bien ce qui a été discuté par les académies et par les ordres, les académies de médecine et de pharmacie, les académies et puis les conseils de l'ordre. C'est-à-dire que on attend, on entend bien qu'il est légal, il est normal d'avoir des AMM déjà, qui précisent les indications, les caractéristiques des patients, les voies d'administration et les modalités à posologie. Il est normal et légal de pouvoir prescrire hors AMM, mais ce qu'on n'arrive pas à distinguer, c'est les AMM justifiés et injustifiés. Donc tout AMM justifié évidemment par le clinicien. Si injustifié, ce serait dire non, nous savons, vous avez prescrit ça et on sait que ça n'est pas pertinent. Voilà. Donc l'assurance maladie sera en droit de dire
je ne rembourse pas. Mais justement, on ne sait pas le faire. C'est bien ce qu'ont dit les médecins et les pharmaciens, hein. À la fois dans le rapport Biacadémie, là, quand vous aurez le PDF, vous pourrez cliquer sur le lien, Académie de médecine et pharmacie, et sur les rapports des deux conseils de l'ordre. Donc il y a vraiment un accord là-dessus entre les médecins cliniciens et les pharmaciens, du coup, si on n'est pas capable de dire qu'une prescription hors AMM n'est pas justifiée, eh bien, on le remboursera. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude sur le remboursement. Alors évidemment, dans le dialogue, il faut être capable de dire aux pharmaciens, oui, mais là, je prescris ça parce que j'ai des données acquises de la science. Hein, voilà, parce que, il y a un consensus d'experts et puis il y a des données acquises de la science sur le sujet. Hein. On ne dit pas, je le fais parce que je le décide. Non, on dialogue. Dialogue, évidemment. Hein. C'est un... Alors, du coup, il ne faut pas confondre les indications laissent les recommandations type AFSAFS, etc., ou les recommandations sur la spasticité, et l'AMM. C'est trois choses différentes. Le code S999999, il permet l'injection en dehors d'une indication, voilà, prévue par l'AMM, sachant qu'on a bien expliqué que c'est pas tout à fait l'AMM. Et alors, les cliniciens, ils peuvent rester fidèles à leur pratique si l'état du patient le justifie, hein. S'il existe un intérêt clinique important à la poursuite du traitement, s'il existe des données de la littérature solide permettant de justifier ces usages. Bon, vous avez des articles on verra que les AMM changent d'un pays à l'autre, que voilà, donc, et que du coup, il est assez facile de trouver des arguments de la littérature pour justifier le choix que vous aurez fait. L'administration de l'établissement pourrait opposer la crainte d'un hypothétique risque financier. Marie est tout à fait hypothétique puisque, et en plus, le DIM et le pharmacien ne peut pas se substituer au prescripteur. Sauf si il vous dit non, mais là, vous prescrivez un truc, il n'y a jamais eu une publication dans la littérature, vous êtes incapable de me fournir quoi que ce soit. Donc, moi, j'engage ma responsabilité de pharmacien, je ne veux pas. Voilà. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'on a des arguments. Vous avez les arguments. Donc, aucun argument ne peut s'opposer aujourd'hui au remboursement d'un S999999 étayé. Étayé, ça veut dire que vous êtes des prescripteurs, je parle aux cliniciens, là, mais vous connaissez ce qu'il faut pour votre patient, vous connaissez la réglementation, vous savez que vous avez le droit de prescrire hors AMM et vous êtes capable de dialoguer avec le pharmacien. Donc, vous êtes capable de connaître quand même, c'est votre devoir d'avoir un minimum de connaissances sur la littérature scientifique. Voilà. Donc, il faut maîtriser les données de la science et les données réglementaires. Alors, cette réglementation, pour finir, elle a des incohérences multiples et elle conduit à des injections paradoxales. Il est impossible de respecter l'AMM, on l'a vu, si vous injectez 10 muscles à l'épaule, vous aurez des muscles qui seront prévus par chacune des toxines, pour chacune des toxines, mais vous n'arriverez pas à en trouver une qui marche pour tout. Or, les molécules ne sont pas substituables. Alors, on verra que de temps en temps, on a tendance à considérer dans certains raisonnements qu'elles le sont, hein, mais dans d'autres qu'elles ne le sont pas. Donc, si les doses, alors en plus, les doses de l'AMM sont très souvent dépassées dans la pratique, les injections, les intervalles d'injection, quand on vous dit de substituer l'une par l'autre, ne sont pas toujours identiques entre les molécules. Et évidemment, les patients et les cliniciens préfèrent conserver un produit avec lequel le traitement a été équilibré, hein. Voilà, vous pouvez voir cette notion de maintenance dans les textes qui accompagnent les codes LESS. Et puis, vous avez des incohérences entre la réglementation des pays. Vous avez telle indication pour tel muscle sera dans tel pays, mais vous n'aurez pas la même dans un autre pays. Donc, voilà. On peut dire en résumé que ce système des codeless, hein, j'ai dit tout le bien qu'il fallait penser de l'AMM, évidemment, mais qui est évidemment fait à un certain moment donné et qui nécessite un dialogue entre le médecin et le pharmacien. Il dit par contre, les codeless sont parfaitement inadaptés, contradictoires et ils doivent être simplifiés. Alors voilà des arguments plus tangibles. Voilà les différents muscles pour chacune des trois toxines botuliques principales. Ben, vous retrouverez assez facilement laquelle est laquelle. Et vous voyez que si vous avez beaucoup de muscles à faire lors d'une séance, ben, vous pouvez difficilement, s'il y a vraiment beaucoup de muscles, trouver moyen d'injecter une seule des toxines botuliques. Voilà. Un mot rapide sur le codage en SMR pour dire que
Bon, bah, très rapide, ça vous regarderez la diapositive. On code, par exemple, l'hémiplégie spastique, la manifestation morbide principale, l'étiologie. Vous avez intérêt pour les AVC à coder l'étiologie. L'acte CCM, qui, je vous le rappelle, a tendance à rassurer les contrôleurs, mais en SMR, alors en SMR, j'entends aussi des DIM qui disent, en interprétant les nouvelles conditions de fonctionnement, ah oui, mais il faut qu'il y ait l'intervention, une évaluation par un kiné, un ergothérapeute, etc. Ce qui est évidemment complètement faux parce que là aussi, c'est un médicament de la réserve hospitalière. Donc, quand un médecin et fait son injection de toxine, d'ailleurs, souvent, il y a une infirmière pour l'aider, pas toujours, mais souvent, c'était très largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de convoquer un kiné ou une ergothérapeute si vous n'en avez pas besoin pour valider votre hôpital de jour de SMR. Enfin, voilà. Alors, les diagnostics non valorisants sont non valorisants hein, en hôpital de jour, mais vous pouvez toujours les noter pour décrire vos patients. Et puis, je rappelle qu'en conventionnel, ça vous fait monter le groupe médico-économique en niveau 2. Donc là, coder votre acte CCAM, c'est pas juste pour rassurer les contrôleurs, c'est parce que ça vous fera monter le prix de votre séjour. Alors, je termine parce que je dépasse un tout petit peu, mais sur le fait qu'il ne faut surtout pas utiliser les formes fractionnaires, parce que la règle, c'est une ampoule reconstituée pour un seul patient. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'utiliser, comme ça se fait parfois encore, une ampoule reconstituée pour plusieurs patients. Hein, les différentes toxines doivent être utilisées pour une seule session d'injection et pour un seul patient. Ce qui veut dire on ne doit pas utiliser la forme fractionnaire. Vous utilisez 2 tiers d'une ampoule, vous en jetez 1 tiers, vous déclarez que vous avez consommé une ampoule en nombre entier d'ampoules. Alors, si vous avez besoin d'une petite dose, vous prenez la dose minimum. Évidemment, on n'est pas là pour gaspiller, mais bon. Et voici les textes, hein, pour ceux qui ne me croiraient pas, voici les textes. Pour chacune des 3 principales toxines, le texte qui dit que c'est une reconstitution par session et pour un seul patient. En fait, c'est le seul moyen d'être à la fois réglementaire et en plus, bah, vous avez touché un petit peu plus de l'écart médicament indemnisable, le fameux EMI. Donc vraiment, ne jamais utiliser cette forme fractionnaire. Et pour terminer, là, je dirais que les futurs remboursements de ce hors AMM justifié, hein, ben, hors codeless en fait, mais hors AMM justifié, doivent être assurés. Il n'y a aucune raison d'être inquiet du fait justement du caractère incohérent des indications actuelles de ces codeless qui, à mon avis, doivent être réformées. Le médecin est maître de la stratégie médicale, mais dans le respect évidemment du principe d'autonomie de prescription, de la réglementation et des préférences du patient et des données de la science. Mais il doit néanmoins négocier ou dialoguer tout au moins, même s'il est maître de la stratégie médicale, avec le pharmacien qui a le droit de lui demander pourquoi il fait telle ou telle chose. Parce que le pharmacien engage sa responsabilité, évidemment, en cas de dispensation hors AMM. Et donc, bah voilà, on se parle, ce qui veut dire que si le médecin doit justifier un médicament, il suffit qu'il dise, il a envoyé une fois dans l'année où il y a 3 ans un article au pharmacien, parce qu'on se respecte, et puis juste, bah, il existe des preuves dans la littérature. Hein. Il ne faut pas qu'on nous demande 4 pages de rapport chaque fois qu'on veut prescrire hors codeless, enfin hors AMM. Alors, le respect des besoins et des attentes des patients légitimes, hein, on l'a compris, de rembourser un soin qui est pertinent sur le plan clinique et qui est conforme aux données acquises de la science. Donc, pas de crainte, rien ne s'oppose au remboursement après un codage S999999. Et pour terminer, bah, c'est vrai que ce système est ambigu, hein, et l'alternative thérapeutique, alors on pourrait considérer les toxines comme des alternatives thérapeutiques entre elles sur un même membre, mais pas entre le membre sup et le membre inférieur, alors que sur les 2 membres, à ma connaissance, il y a des muscles proximaux, il y a des muscles distaux, puis il y a des muscles de motricité fine. Donc tout ça est absolument incohérent et il faut adapter la réglementation pour mieux encadrer ces prescriptions hors AMM qui sont, encore une fois, justifiées pour le patient et pour la qualité des soins. Je vous remercie de votre attention en vous demandant pardon d'avoir un peu dépassé le temps. C'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Pascal, avec un message qui est plutôt rassurant. Un grand merci pour ton éclaircissement, pour ton intervention. Merci au CIFMER
et bien sûr aux organisateurs pour ce webinaire. Donc, ça sera parfait de pouvoir le retransmettre et accessible aux participants. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont prévues pour l'instant ou c'est pas encore prévu, Jean-Pascal, sur des webinaires Bon, je financement? crois que là, il y en a eu deux. Je pense on va faire une petite pause là. Et Parfait. remerciant tous les participants. Et puis, de toute façon, comme on l'a dit, il y aura le replay d'une part, et puis l'accès aux diapos, ce qui permet d'ailleurs d'avoir accès aux liens aussi qui sont derrière les diapos. Absolument. Eh ben merci, merci à toi, merci à tous et passez une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup.